Bonjour, aujourd'hui dans Tropisme, je reçois au théâtre du Lucernaire Titiane Ndiaye. Pour son ouvrage Les Falachas, nègres errants du peuple juif, une enquête historique parue aux éditions Gallimard qui nous entraîne sur les traces d'une population noire qui se réclame du judaïsme. Titiane Ndiaye, bonjour. Bonjour Daniel. Alors nous sommes sur la scène du Théâtre Rouge du Lucernaire pour parler de votre dernier ouvrage, mais avant parlons un peu de vous. Vous êtes anthropologue, économiste aux Antilles, alors on se demande que fait un Sénégalais en Guadeloupe? Écoutez, je crois que mes frères ou compatriotes guadeloupéens ou martiniquais n'ont fait que me précéder de quelques siècles. Et un anthropologue aime bien vivre au sein des sociétés qu'il est amené à décrire par la suite. De Mémoire d'errance à cet ouvrage passant par Passion créole ou l'Empire de Chaka Zulu, je retrace un peu l'odyssée du peuple noir et dont fait partie forcément les Antilles. Alors justement, parlons de votre dernier ouvrage que vous appelez Enquête historique, Les Falachas, nègres errants du peuple juif. Alors expliquez-nous ce titre. Il faut dire que dans la marche de l'histoire, on est habitué à ce concept de juifs errants. Alors j'avais trouvé que à partir du moment où ce peuple, en plus de 20 siècles d'errance, s'était comporté en véritable tribu fermée, donc a vécu des oppressions de toutes sortes aux quatre coins de la planète, et qu'ils ont fabriqué aujourd'hui eux-mêmes et chez eux à leur tour leurs propres nègres errants, les Falachas, je trouvais que le titre pouvait être pertinent. Alors justement, ces Falachas, qui sont-ils? Parce qu'on les connaît, mais pas si bien que ça, justement. Il faudrait revenir déjà à la genèse de cette histoire, c'est-à-dire aux événements dramatiques du milieu des années 80 où une famine atroce et la guerre civile en fait ravageaient l'Éthiopie. C'est à ce moment-là que le monde entier avait entendu parler d'une population juive et noire qui était perdue en terre africaine depuis des siècles. Alors Israël avait décidé le rapatriement à l'époque. Si les Saintes Écritures ont prévu le retour du Messie, pas un mot en revanche n'a été écrit sur une éventuelle répétition de l'Exode. Alors donc, il y a une opération dont vous parlez beaucoup, qui est l'opération Salomon, et dont vous situez un peu les tenants et les aboutissants. Alors quelle est cette opération Salomon? Salomon et Moïse étaient les noms qu'on avait donnés pour baptiser les deux opérations d'évacuation, c'est-à-dire celle de 1985 et celle de 91. Alors, dans ce deuxième chapitre, quand je parle de tenants et aboutissants, c'est-à-dire les dessous de ces opérations, bon, il est vrai que la singulière histoire de Juifs et de surcroît noirs ou métis qui avaient vécu au fond des montagnes africaines avait forcément intrigué la plupart des observateurs de l'époque. Alors, la question qui se posait était de savoir pourquoi on avait ignorer une population pendant des siècles et que tout d'un coup on l'évacuait dans des circonstances extrêmement médiatisées. Il faut dire qu'à l'époque, l'État hébreu avait de sérieuses raisons pour essayer de restaurer son image sur le plan international. Une résolution des Nations Unies avait assimilé sa politique sioniste à une forme de racisme condamnable. Les communautés juives et noires se sont presque toujours ignorées. En fait, il existe comme un contentieux inavouable entre elles. Et tout ceci, aux yeux des Africains et de leur diaspora, s'est déroulé à un moment où l'État hébreu s'était positionné d'une façon tout à fait inexplicable comme l'allié le plus sûr et le plus fidèle de l'Afrique du Sud de l'apartheid. C'est-à-dire du seul État au monde qui avait inscrit la ségrégation raciale dans sa constitution. Ça, c'était l'un des bénéfices, donc, une sorte de clin d'œil que Israël, en rapatriant ses Juifs noirs, voulait démontrer que ce n'était pas un État aussi raciste que les autres, etc. Titiane Ndiaye, je sais que vous n'aimez pas être coupé dans vos explications, mais vous savez que dans Tropisme, chaque semaine, un lecteur pose une question à notre invité. Vous verrez qu'il est en rapport avec votre façon d'éclairer certains points de l'histoire qui sont obscurs encore. Bonjour Titiane, je m'appelle Guy. Dites-moi, Moïse est-il vraiment l'ancêtre des Falachas? Il faut savoir qu'il y a la thèse israélienne. Et d'après les rabbins israéliens, les Falachas seraient descendants de la tribu perdue de Dan. Bon, thèse que je conteste fortement. Dans ma thèse, et qui s'appuie sur les archives égyptiennes, c'est-à-dire que
En réalité, c'est au cours d'une sombre histoire de succession en Égypte entre le XIIIe et le XIIe siècle, c'est-à-dire à peu près la période où la Bible situe l'Exode. Des affrontements armés avaient opposé deux factions rivales en Égypte. Alors, tout le monde a vu la reconstitution des 10 commandements de Dieu avec le réalisateur britannique Cecil B. DeMille, Moïse qui fend les eaux du Nil pour laisser pas. J'ai bien peur qu'il ne faille ranger tout ça au chapitre de la mythologie. Oui. En réalité, les combattants défaits et qui avaient fui l'Égypte sous la direction du chancelier Béat avaient tout simplement décidé de se rendre en Éthiopie. Et dans cette armée se côtoyaient deux sortes d'individus. Il y avait les chessous, un qualificatif égyptien qu'on donnait aux Asiatiques qui étaient installés sur le Nil. Il y avait aussi les Abirous, et c'est le mot Abirou qui va donner le nom de Hébreu. Au cours de la fuite d'Égypte, ils comptaient très peu de femmes au sein dans leur rang. Ils ont donc fini par se mélanger par la tribu locale des Agaos, ce qui a donné dans un premier temps la branche métissée des Kémantès, puis celle des Falachas. Donc leurs véritables ancêtres étaient les compagnons du chancelier Béat, et ça gêne beaucoup de rabbins israéliens parce que c'est à partir de cette histoire que les rédacteurs des récits bibliques se sont inspirés pour inventer de toutes pièces celles de Moïse et de l'Exode qui n'ont jamais existé. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple. Tidiane Ndiaye, on a envie de vous poser la question. Quelle est pour vous la thèse centrale de votre ouvrage? Enfin, tout tourne autour des Falachas. La question que je me suis posée, c'est pourquoi un peuple d'Africains, de Noirs ou de Métis en tout cas, d'Africains, que l'on dit sémites, juifs, a été reconnu et rapatrié en Israël dans des circonstances extrêmement médiatisées et qu'aujourd'hui on leur réserve l'une des places les plus dégradantes dans cette société. Pourquoi qu'en est-il aujourd'hui des Falachas? Écoutez, le constat est éloquent. Hein. S'ils ne sont pas versés en masse dans l'armée comme gardes-frontières ou autres chairs à canon, ils sont marginalisés. Ils monopolisent à la fois les niveaux d'emploi les plus bas du marché comme les revenus les plus faibles. Il faut dire pas constitué d'élite? Non, pas encore, même la deuxième génération. Pourquoi? Parce que leurs enfants ont été pendant longtemps exclus du système scolaire et dans les rares établissements où on les accepte, ils sont battus et souvent traités de sales nègres par les professeurs. Vous voyez, alors c'est très difficile à dire, je ne sais pas si c'est le lieu, mais c'est ce qui m'a fait penser que bien que peuple ayant subi beaucoup d'oppression aux quatre coins de la planète, et c'est encore malheureusement le cas aujourd'hui, il faut toujours le dénoncer, les juifs non plus ne sont pas exempts d'attitudes d'exclusion et de racisme envers même une partie de leurs coreligionnaires sous prétexte de métissage. Les anciennes victimes reproduisent souvent ce qu'elles ont vécu. Elles peuvent devenir des bourreaux et un peuple émancipé opprimer leur minorité. Mais est-ce que ça ne pose pas, en allant un petit peu plus loin, même le problème de l'intégration? Est-ce que toute intégration ne se bute pas à la couleur de la peau un jour ou l'autre? Tout dépend des sociétés dont on parle. Quand la variable ethnique intervient, pour parler en langage de statisticien, quand la variable ethnique intervient dans le processus d'intégration, cela devient beaucoup plus complexe. Dans la société israélienne même, entre les années 50 et 60, ce qu'on appelle les séfarades, c'est-à-dire les juifs qui sont originaires des pays orientaux, ont connu des problèmes énormes d'intégration. Ils se sont heurtés à cette élite européenne qu'on appelle les Ashkénazes. Bon, aujourd'hui, apparemment, les Falachas ont remplacé les Ashkénazes. Est-ce que vous voulez dire quand même que si on est optimiste, les Falachas peuvent devenir ce que les séfarades sont devenus? Je pense que dans toute société multiethnique, on arrive toujours de toute façon à cette fin. Regardez les États-Unis. Du lendemain de la guerre de sécession à la fin des années 60, c'est-à-dire la lutte pour les droits civiques avec de grandes figures comme Martin Luther King, comme Aldrich Cleaver des Black Panthers ou Rap Brown, on s'aperçoit en fait que la marche est pratiquement inéluctable. On arrive toujours au même résultat. Les juifs noirs sont venus d'ailleurs avec un profil pas très cachère. Tidiane Ndiaye, je voudrais vous remercier et dire à nos téléspectateurs combien il faut lire votre livre. Ici, nous avons eu un entretien un peu bref et qui peut-être n'a fait qu'effleurer les choses et les problèmes dont vous parlez, mais réellement, je crois qu'on ne sort pas identique et intact de la lecture de votre texte, les Falachas, nègres errants du peuple juif, qui chacun, d'une manière ou d'une autre, nous renvoie un petit peu à notre propre errance. Je tenais à vous remercier. Le plaisir est pour moi. Comme chaque semaine d'Anthropisme, nous allons à la rencontre du coup de cœur d'un libraire.
Bonjour Daniel, le coup de cœur de la librairie L'Harmattan, 5e arrondissement, c'est Mes Afriques, mes Ivoires de Cal Torabuli. Cal Torabuli est l'inventeur de la coulitude. La coulitude, c'est issu du mot couli. Ces migrants indiens qui se sont installés dans l'océan Indien, à Maurice, Réunion et de l'autre côté aux Antilles. Cal Torabuli est un théoricien de la créolité. Il est également une sorte de porte-parole d'une langue calme, voire même câline. Mes Afriques, mes Ivoires de Cal Torabuli est publié aux éditions L'Harmattan. Merci Daniel. C'était Tropisme. Au revoir et à la semaine prochaine.